Merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous ce soir pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue à Brest. C'est donc Lorraine Bastide, notre invitée. Bonsoir Lorraine et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonsoir Laurane, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de voir tous ces visages là en Zoom, c'est très agréable. Ça fait du bien. Ouais. Donc, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes journaliste. Vous avez d'abord travaillé pour la presse écrite féminine. Vous avez fait un passage à la télévision également. Et vous vous êtes très tôt emparé d'un nouveau média à l'époque, le podcast, en créant La Poudre, donc un podcast dans lequel vous donnez la parole à des femmes, des artistes, des politiques et des savantes, nous nourrissant toutes et tous de pensées féministes. Vous êtes autrice également, vous êtes venue à la librairie Dialogue d'ailleurs en septembre dernier, in extremis, entre deux confinements, pour nous parler de votre essai Présente, Ville, médias politiques, quelle place pour les femmes, publié aux éditions Alary. C'était une rencontre puissante pendant laquelle vous nous avez expliqué avec passion et pédagogie les rouages de notre monde qui entravent toujours les femmes, chiffres à la clé. Et depuis, un autre livre est paru, La Poudre, tome 1, qui reprend vos interviews au long cours. On y lit dans le premier tome la voix de musicienne et d'écrivaine. Et le tome 2 sort le 5 mai en librairie. Vous y faites entendre des voix engagées du cinéma français. Alors, je me permets juste cette première question comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez à voir votre parole, vos interviews comme ça devenir livre? Et qu'est-ce qui va nous raconter ce tome 2 de La Poudre? Merci pour l'introduction, Laurane. Alors, c'est vrai, quand il a été question de transformer La Poudre en livre, on s'est demandé comment classer ces interviews. J'en avais pas loin de 90 et il n'y avait pas forcément enfin, il n'y avait pas forcément de logique, quoi. Comment arriver à les partager en 3 tomes, parce qu'évidemment, un seul tome, ça aurait fait 3000 pages. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de les séparer par catégorie, en fait, de champ d'expression de mes invités. Donc, on a commencé par la littérature et la musique. Et ce tome 2, il est entièrement consacré aux femmes, aux personnes du cinéma. Parce qu'en fait, j'en ai reçu pas mal, des productrices, des réalisatrices, des comédiennes et des scénaristes aussi. Et c'est vrai que le cinéma, c'est vraiment un champ très important dans la révolution féministe qu'on vient de vivre. Et en assemblant ces interviews, en les mettant bout à bout, donc ça commence en 2016 avec Rebecca Zlotowski, ça se termine en 2020 avec Iris Bray, la chercheuse et autrice de ce livre très important sur le regard féminin. On voit en fait toute l'évolution, tout ce qui s'est passé pendant cette période qu'on peut appeler, je pense, la révolution MeToo. Et vraiment, oui, ça fait sens de voir ces interviews côte à côte écrites parce que je trouve que ça renforce cette dimension d'archive qui est super importante. Ça va permettre de les ancrer encore plus dans le temps, dans le futur, et puis voilà, d'être transmis, je l'espère, aux générations qui arrivent. Donc, non, je suis très fière de ce livre. Il sort, comme tu l'as dit, le 5 mai. Peut-être le 12. Je me demande si ça n'a pas bougé entre-temps. En tout cas, c'est le 10 mai. Au beau jour, en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, on remonte le temps et on file aux États-Unis. On va parler du Scum Manifesto de Valérie Solanas. Donc c'est un pamphlet littéraire et politique misandre écrit en 1967. Et donc Lorraine Bastide, à l'occasion d'une réédition de ce court texte par les éditions Mille et une nuits, tu en écris la postface. Donc avant d'entrer en détail dans le texte et la vie de Valérie Solanas, qui sont tous deux passionnants, pourrais-tu nous dire pourquoi, selon toi, c'est important de replonger dans d'anciens textes féministes? Ah, parce que le féminisme, c'est ça. Parce que le féminisme, c'est avant tout le travail qui a été produit par des femmes, pas que par des femmes d'ailleurs, depuis plus ou moins depuis la Révolution française, et que pour comprendre vraiment ce qu'est le féminisme, c'est complètement essentiel de voir tout ce travail qui a déjà été accompli en amont par nos aînés, un travail de déconstruction des genres, un travail d'identification des discriminations que subissaient les femmes dans l'espace politique, dans l'espace public, dans l'espace privé aussi évidemment. Et je pense que c'est très important parce que ces textes-là ont tendance à être oubliés.
D'ailleurs, enfin, je pense qu'on y reviendra, mais les textes de Valérie Solanas, enfin ce texte, parce qu'il n'en reste pas beaucoup d'autres en fait, c'est quasiment un miracle hein, qu'ils soient arrivés jusqu'à nous. Et ces textes ont tendance à être oubliés, à être effacés, leurs autrices aussi. Donc pour moi, c'est vraiment vital en tant que féministe de les faire toujours réémerger, de les nommer, de les citer, de les valoriser. Puis quand on me donne l'occasion en plus de pouvoir y apposer un petit texte en tant que post-facière, bah, c'est d'autant plus... voilà, ça fait d'autant plus de sens pour moi, quoi. Donc, je n'avais jamais lu, moi, le manifeste de Valérie Solanas avant. C'est donc un texte radical, incisif, il a un côté violent qui déconstruit quasiment tout. Et j'ai eu la sensation à la lecture, je dois l'avouer, d'être un peu désarmée pendant que donc, je le lisais, de ne pas détenir en fait toutes les clés pour en appréhender sa vérité, en fait, sa justesse. J'avais envie de lire ta postface, mais comme c'était une postface et pas une préface, je me le suis interdit. Ma question, ici, c'est est-ce que tu comprends qu'on soit un peu dérouté à lire ce manifeste, qu'on soit un peu abasourdi? Ah oui, oui, complètement. Je pense que c'est vraiment le bon mot. On reste forcément abasourdi quand on lit ce texte pour la première fois. C'est important de souligner que, enfin, pour moi, c'est un ovni ce texte. C'est-à-dire que on peut le rattacher à certaines écoles de pensée qui datent de la même époque, hein, des années 60. Il y a un peu de pensée matérialiste, hein, c'est-à-dire une pensée un peu néo-marxiste adaptée au féminisme qu'on peut trouver dans ce texte parce qu'il y a quand même une dimension très fortement anticapitaliste qui est peut-être la dimension, je trouve, la plus évidente, qui a peut-être le mieux vieilli. Il y a presque une réflexion qui aboutit à la décroissance, etc., dans ce que propose Valérie Solanas. Mais à part ça, c'est quand même un texte qui est complètement ovni, ouais, qui est complètement à part, qui correspond aussi à la personnalité de Solanas, qui était une personne voilà, avec une personnalité complètement unique, très particulière. Il y a des choses qui ont mal vieilli, je trouve, dans ce texte. Je pense qu'on peut, par exemple, y lire parfois une forme de transphobie. Il y a une vision qui est extrêmement binaire des genres, une vision qui est aussi extrêmement biologisée. Voilà, elle répartit l'humanité entre la catégorie homme-femme en fonction de critères hormonaux, biologiques. Tout ceci a été vraiment bien dépassé depuis, notamment par toute la pensée queer. Voilà, c'est grinçant, c'est violent, c'est provoquant. Ça, je pense que c'était aussi son art et sa volonté. C'était une personne qui avait énormément d'humour, qui avait un humour très cinglant, en fait. Donc, on le retrouve aussi là-dedans. Mais c'est sûr que c'est pas un texte qui met à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé la postface en disant que finalement, ce texte-là, personne n'a jamais su comment le prendre. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2021, on est dérouté en le lisant, mais à l'époque, c'était déjà pareil, c'était peut-être même pire. Ses contemporaines étaient bien embêtées avec ce texte-là et avec cette femme-là. Alors, pour peut-être entendre mieux ce qu'est le manifesto, il semble important d'expliquer un peu qui était peut-être Valérie Solanas, parce qu'intime et politique semblent beaucoup se mêler ici dans la vie de l'autrice. Tu pourrais nous parler un peu d'elle? Oui, bien sûr. Euh, Bah, c'est vrai que c'est le premier travail que j'ai fait en fait quand on m'a demandé la postface, c'est vraiment de faire un maximum de recherches à son sujet parce que ce qu'on sait de Valérie Solanas, ce que l'histoire a retenu, c'est la tentative d'assassinat qu'elle a accomplie contre Andy Warhol, donc le pape du pop art qui avait fondé cette factory à New York, voilà, que vous connaissez tous et toutes. Bon, elle a essayé de l'assassiner en 68, je crois. Et voilà, elle lui a tiré 3 balles à bout portant. Le lendemain, elle faisait la une des journaux. Et c'est d'ailleurs suite à ce fait divers qui a fait l'actualité que le Scum Manifesto a été édité un peu en surfant sur cet événement dramatique. Mais finalement, l'histoire a retenu que ça d'elle. On retrouve sa trace dans des portraits qui vont être faits, par exemple, sur les femmes violentes, voilà, des espèces de séries de documentaires radio où on parle de femmes qui ont tué, une espèce de femmes à barbe, de femmes un peu monstrueuses, un peu étranges, qui étaient habitées par la violence. Et finalement, c'est tout ce qu'on a retenu d'elle. Alors, effectivement, on comprend parce que c'est vrai que ça a été très rare dans l'histoire, les femmes qui accomplissent ce geste de vouloir tuer un homme.
en raison des violences qui avaient été subies. Je pense qu'on y reviendra aussi. Mais en fait, très peu de choses ont été écrites sur son enfance, sur tout ce qui avait précédé ce moment de basculement. Alors heureusement, assez récemment, il y a une chercheuse américaine, son nom m'échappe maintenant, mais c'est marqué dans la postface, qui a fait une très belle biographie, très documentée. Et puis je pense qu'il y a aussi la résurgence du mouvement féministe fait qu'on s'intéresse à nouveau à sa figure. Alors il y a des militantes lesbiennes radicales qui n'ont jamais cessé de la lire et qui ont toujours fait perpétuer sa mémoire, mais voilà, elle avait quand même été néanmoins assez oubliée. Et tout ça pour dire que Valérie Solanas, c'est une personne qui a subi des violences sexuelles dès son enfance. Elle est née dans un milieu précaire, un milieu pauvre. Elle subit très jeune des viols de son père. Ensuite, sa mère se sépare de son père. Elle est violée par son grand-père, par son beau-père. Puis elle est placée chez son grand-père. Elle subit à nouveau des violences. Donc voilà, c'est une femme qui déjà à l'adolescence connaissait le viol, les violences sexuelles. Elle s'échappe de chez elle à 13 ans, elle devient SDF, elle vit dans la plus grande précarité, elle est forcée de se prostituer. On sait qu'à l'âge de 15 ans, elle avait déjà accouché 2 fois. Évidemment des grossesses non désirées et des enfants qui ont été placés dans les services sociaux ou qui lui ont été enlevés. Un des 2 enfants a été élevé comme sa sœur dans sa famille. Enfin voilà, elle a que 15 ans, elle a déjà connu une succession de violences qui sont des violences sexistes, qui sont des violences de genre, qui je pense scellent déjà là son destin très fortement. On ne peut pas avoir une trajectoire linéaire quand on a vécu, je pense, autant de violences de genre dans l'enfance. Mais c'était néanmoins une personne assez résiliente, en fait, et surtout extrêmement talentueuse, qui avait toujours eu la volonté d'écrire. Elle a toujours su qu'elle voulait devenir écrivaine. Valérie Solanas, ça a toujours été son objectif. Et malgré toute cette adversité, elle a réussi à s'inscrire à la fac. Elle a fait des études de psychologie. C'était une très très brillante étudiante. Déjà à la période où elle était à l'université, elle se démarque déjà. Dans l'amphithéâtre, on voit elle interpelle les professeurs. Il y a même un clash, un moment avec un étudiant qui écrit un texte extrêmement misogyne dans le magazine de l'université, et elle lui répond en écrivant une chronique très acide où elle le remet à sa place. Elle est déjà en train de se revendiquer d'un militantisme féministe dans les années 50. Donc elle est vraiment, vraiment pionnière. On est bien avant la seconde vague. Et surtout, c'est une plume, voilà, elle a vraiment cette verve écrite en elle. Elle sait à l'époque, en tout cas, elle pressent pour elle un grand destin. Elle avait vraiment cette envie de dévorer le monde, cette envie que les gens reconnaissent son talent, qu'elle soit acclamée, qu'elle soit lue, qu'elle soit comprise. Et donc, comme on est dans les années 60 aux États-Unis, il faut aller à New York pour que ce destin s'accomplisse. Donc, elle va à New York. Donc, on est à l'époque du Chelsea Hotel, l'époque de la Factory. Et donc, elle loge au Chelsea Hotel, comme beaucoup de personnes, d'artistes un peu précaires de l'époque. Elle fait des passes pour survivre. Elle a pour seule possession une machine à écrire, qui est vraiment le seul bien qui la suivra jusqu'à la fin de sa vie. Et elle écrit, on le sait, des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de manuscrits qui vont être perdus à jamais parce que après sa mort, sa mère va faire disparaître absolument tous ses écrits, ce qui est vraiment dramatique. Et, et à l'époque, elle a écrit une première pièce qui s'appelle Up Your Ass. Traduction, dans ton cul. C'est génial comme titre. Et c'est déjà l'histoire, une histoire de misandrie, l'histoire d'une travailleuse du sexe qui décide de tuer les hommes. Alors je l'ai malheureusement pas lu, mais il paraît qu'il va certainement reparaître bientôt. Voilà, donc on devrait pouvoir le lire bientôt en français, parce que je crois qu'il n'a jamais été traduit en français. Et cette pièce, elle y croit. Elle pense qu'elle tient là voilà, une œuvre qui doit être montée, qui doit être vue. Et donc, elle va frapper à la porte d'Andy Warhol, qui est à l'époque connu pour faire les carrières, pour les faire et les défaire d'ailleurs. Et elle lui donne son texte à lire en lui disant, voilà, lisez-le et s'il vous plaît, produisez cette pièce, donnez-moi l'argent pour que je puisse la monter.
Et Andy Warhol la prend de haut, lui dit oui, oui, super, pose le texte dans un coin, la fait rentrer dans son entourage de la factory, la fait jouer dans des pseudo-films porno où elle est dédommagée 10 dollars, l'exploite en fait sexuellement. Et ça dure 2 ans. Et dans l'entourage d'Andy Warhol, il y a aussi un éditeur français qui s'appelle Gigondias, qui est l'éditeur qui a publié Lolita de Nabokov, donc qui s'est fait son nom comme ça à l'époque. Et lui aussi, il abuse énormément de la précarité, de la détresse aussi psychologique de Valérie Solanas, parce qu'on sait quand même qu'elle souffrait de troubles mentaux graves, elle était schizophrène. Et un jour qu'elle est vraiment, vraiment dans la merde, il lui fait signer un papier où elle renonce à tous les droits sur tout ce qu'elle a écrit, y compris le Scum Manifesto, pour la somme de 500 dollars. Donc en fait, de toute son existence, Valérie Solanas n'aura touché que 500 dollars pour son travail d'écrivaine. Et ça, je trouve que ça fait vraiment mal de savoir ça. Et en fait, c'est poussé à bout par ces deux hommes qui la manipulaient, qui la prenaient de haut. Elle prenait aussi, encore une fois, dans la face une forme de violence de genre, qui était concrète, parce que, enfin, je le sais pas, mais je l'imagine, elle subissait aussi des violences sexuelles dans ce contexte-là. Mais il y a aussi la violence plus pernicieuse de la silenciation, du mépris, de l'idée qu'elle était faite pour être muse et pas pour être artiste, de l'idée qu'elle ne pouvait pas être l'égale d'Andy Warhol, elle ne pouvait pas être la créatrice. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui l'a poussée à bout et ce qui lui a donné envie d'accomplir ce geste irréparable. Alors, Andy Warhol n'est pas mort. Elle a vraiment failli le tuer. Il a été déclaré cliniquement mort pendant 20 minutes. Elle l'a touché au poumon, à la rate, je crois. Enfin, elle n'y est pas allée de main morte. Elle se rend à la police d'elle-même. Elle va se rendre à la police. Elle leur dit il avait trop de contrôle sur mon existence. Et à partir de là, ce qui l'attend, c'est un long parcours de psychiatrisation. Elle est rapidement reconnue irresponsable de ses actes. Donc, au lieu d'aller en prison, elle part, elle est internée. Et finalement, Valérie Solanas va mourir après avoir, je ne sais pas, passé combien d'années en hôpital psychiatrique. Elle va mourir seule, complètement oubliée, dans un hôtel délabré à San Francisco. Je crois qu'on a mis plusieurs jours à découvrir son corps et voilà, et toutes les traces de ses écrits ont disparu par la suite. Donc on peut vraiment parler d'un destin tragique, mais pour moi c'est un destin tragique qui est vraiment marqué du sceau du patriarcat et de l'écrasement de genre. Ouais. Donc, on a, quand le Scum Manifesto est paru, donc l'éditeur en a profité en fait de cet acte que Valérie Solanas a fait sur Andy Warhol pour publier le livre du coup. Et on a pu dire que c'était un livre de vengeance, mais on a aussi la sensation que c'est bien plus que cela, parce que tu le disais tout à l'heure, elle a des écrits, des pensées qui sont déjà très anticapitalistes. Et voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'elle prône? Elle prône un remaniement global de la société. C'est assez passionnant à lire, tout cet aspect-là. Ouais, ouais, et en même temps, j'ai toujours du mal, en fait, quand on me demande de reformuler ce que dit Solanas, j'hésite toujours parce que je pense pas qu'il faut le prendre, en fait, comme enfin, oui, c'est un programme politique, mais c'est un programme politique délirant et absurde, et je pense qu'elle-même en a conscience quand elle l'écrit. C'est aussi une réflexion par l'absurde, en fait. Il y a presque un petit côté dystopique, en fait, quand elle l'écrit. Mais en gros, la démonstration qu'elle fait, c'est que la société pourrait tout à fait se passer des hommes. Et peut-être même que la société irait mieux en se passant des hommes. Et finalement, cette idée d'éradication des hommes, qui d'ailleurs va en plus en s'amenuisant au fil du texte, c'est ça aussi que je trouve intéressant de voir, et c'est pour ça que je pense que sa pensée n'est pas à prendre tout d'un bloc, ni à vouloir être... Enfin, je pense qu'à part la lire, en fait, on ne peut pas faire autre chose avec Solanas. À la fin du livre, elle dit que bon,
pas les homosexuels, parce que les homosexuels, après tout, ils sont pas si méchants. Et puis bon, il y a quelques hommes qui sont aussi inoffensifs, on peut bien les laisser là, ils vont pas faire de mal. Et puis à force, quand on aura pris le pouvoir, ils sont tellement paresseux qu'ils vont se laisser couler. Et puis ce seront que des pauvres merdes sur nos tapis. Et puis enfin, et finalement, elle-même, en fait, elle s'attendrit au fil du texte. Mais à part voilà, de ce constat de base qu'effectivement, il suffirait qu'une poignée de femmes, donc ce qu'elle appelle les scums, mon chien fait des bruits bizarres. Désolée. Ça va. Désolée. Donc, ce qu'elle appelle les scums, ce sont ces femmes voilà, radicales, énervées, méchantes, qui n'en ont plus rien à foutre. Alors, elle les décrit tantôt, on comprend qu'elle parle plutôt de femmes lesbiennes, ou de femmes malpolies, ou de femmes moches. On dirait un peu aussi l'énumération de Virginie Despentes au début de King Kong Theory, quoi. Je vous parle de chez les moches, quoi. Enfin, c'est un peu ça qu'elle identifie comme les scums. Et elle dit, voilà, il suffirait d'une poignée de scums, il suffirait qu'on soit 5000 ou 10 000, je ne sais plus, et qu'on s'introduise dans les banques, dans les universités, dans les grandes entreprises, dans les institutions, pour zigouiller les mecs, et on reprendrait les manettes de la société, et on pourrait remettre le monde dans le bon sens, et réinjecter dans le monde nos valeurs féminines, qui sont bien supérieures aux valeurs des hommes, qui au fond, en gros, ne pensent qu'à baiser. C'est un peu comme ça qu'elle résume les choses. Et que avec les femmes au pouvoir, eh ben, le monde serait retourné. On pourrait retourner la finance, on pourrait, voilà, elle parle même un peu de nature. Il y a presque une dimension un tout petit peu écoféministe, même si elle se moque aussi beaucoup des hippies. Voilà, donc c'est cette idée finalement que les femmes devraient prendre le pouvoir, quoi. Ouais, elle parle aussi de détravail, ce concept de détravail, le fait Le travail, ouais. que sans argent, on se porterait bien mieux. Et ça, quelque part, oui, comme tu disais, c'est des éléments de pensée de décroissance en réalité. Ouais, et puis le lien aussi qui est effectué voilà, avec la guerre, avec la destruction. C'est c'est pour ça que le côté un peu binaire est un peu compliqué à réadapter. Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas de nature féminine forcément plus douce. D'ailleurs, elle est bien placée pour pour le savoir. Mais oui, c'est cette idée-là, ouais. Il y avait un côté aussi intéressant, c'est quand elle parle de l'art. Et je trouve que ces mots résonnent avec ton travail dans la poudre, notamment. Elle explique que l'art est fait par les hommes et que ces hommes-là imposent aux autres et notamment aux femmes ce qui doit être admirable, ce qui doit être jugé bien et beau. Et là, c'est terrible parce que c'est extrêmement d'actualité encore. Et ce côté visionnaire de se dire alors en 60 ans, enfin, ça n'a pas tant que ça évolué finalement. Elle a un côté visionnaire assez dingue aussi, Valérie. Ouais, visionnaire et en même temps, c'était aussi déjà exactement ce que disait Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Et je suis sûre que si on va regarder au 19e siècle, les femmes, les peintres impressionnistes, les Rosa Bonheur et compagnie devaient aussi avoir des discours un peu similaires en fait. Enfin, c'est vrai que ce constat de ce qui se passe dans l'art et la mainmise sur le bon goût quoi, qui est posé par les hommes. Je pense que c'est peut-être le passage aussi où elle parle le plus d'elle-même, parce que je pense qu'elle fait allusion indirectement à Warhol et à toutes les portes qu'on lui a claquées au nez pendant toute cette période quand elle écrit ça. Ouais. Je t'ai entendu dire que Scum Manifesto, finalement, c'était pas le titre qu'elle avait, elle, forcément choisi pour son livre, pour son texte, ou en tout cas que Scum ne voulait pas forcément dire ce qu'on pensait que ça voulait dire, c'est-à-dire Society for Cutting Up Men. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ça? Oui, alors je l'ai lu, bah, je me demande si je ne l'ai pas lu justement dans la biographie de cette chercheuse américaine qui s'appelle Bray Ann. Je pense que d'ici une demi-heure, son nom complet me sera revenu à l'esprit. En fait, apparemment, ce pamphlet n'avait pas de titre. Et c'est donc cet éditeur, Gigondias, qui l'a appelé Scum Manifesto. Et en fait, le mot scum, il apparaît dans le texte, mais scum, ça veut dire la crasse, ça veut dire la merde, quoi. Et donc, elle emploie ce mot-là pour désigner son armée de femmes. Et apparemment, c'est Gigondias qui a décidé derrière de le transformer en acronyme pour rendre le truc plus croustillant. Et c'est justement d'ailleurs ça qui a aussi
un petit peu créé beaucoup de malentendus autour de ce texte, quoi, parce qu'il y a une époque où, enfin voilà, Society for Cutting Up Men, on a l'impression qu'on parle d'une secte, on a l'impression qu'on parle d'un réseau, qu'il y aurait plein de femmes autour de Solanas, etc. Alors qu'en réalité, dans son armée, elle était toute seule, la pauvre, quoi. Donc voilà, mais bon, je crois qu'il y a débat là-dessus, donc voilà, mais ça montre aussi qu'il y a toute une mythologie autour du Scum Manifesto, autour de Solanas, et voilà, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Et d'ailleurs, du coup, Scum, dans son texte, s'oppose à ce qu'elle appelle les filles à papa. Ouais. Donc les bourgeoises, les bien-nées, les soumises. Et il y a une certaine violence d'ailleurs dans son approche. Elle est violente envers les hommes, mais elle est aussi violente finalement envers les femmes. Exactement, exactement. C'est pour ça que c'est complexe de la lire et c'est pour ça il y a beaucoup d'endroits où elle se contredit elle-même, hein, d'ailleurs. C'est ça qui est fascinant, hein. Elle commence le texte en disant la rage, la capacité, la puissance, c'est du côté des femmes. Et puis un peu plus loin, elle dit les femmes savent que la seule vraie valeur, c'est la tendresse et l'amour, quoi. Donc on est là, genre, mais où tu veux en venir, Valérie? Et effectivement, elle est encore plus virulente vis-à-vis des filles à papa. Donc elle appelle les filles à papa. Dans la traduction française, ça s'écrit en un seul mot. Bah, c'est les femmes sexistes. Et Dieu sait qu'il y en a, hein. Voilà, pour citer Bellux, le sexisme est à la Bréane phase. Merci Hermance, j'avais trouvé le prénom. Le nom complet de la biographe est écrit dans la conversation pour les personnes qui sont intéressées. Euh, et je disais quoi, ouais, donc les filles à papa, bah oui, elles les défoncent au lance-flammes, quoi. C'est les femmes qui se plient au jeu de l'hétérosexualité, qui se plient au jeu du patriarcat, qui se plient au jeu du capitalisme, qui continuent de croiser les jambes et de sourire poliment quand on leur adresse la parole. Et elle n'a pas de mots assez durs pour désigner ces femmes, ouais. Donc, à chaque fois, ce qui est intéressant à noter, c'est la réception de ce texte. Ouais. Donc, il semble à toute époque susciter des réactions diverses, virulentes pour certaines, d'adhésion pour d'autres. Donc, il sort d'abord aux États-Unis en 68. Est-ce que tu pourrais nous dire comment il est apprécié justement par les différents mouvements féministes à cette époque-là aux États-Unis? Ouais, bah justement à l'époque, Valérie Solanas, elle met bien le bazar dans le mouvement féministe. Donc à l'époque, bah, ça coïncide plus ou moins au moment en France où émerge le MLF, hein, en 68-69, la création du MLF. Bah, au même moment, aux États-Unis se crée NOW. Donc c'est Organization of Women, New Organization of Women. Et il y a une scission qui s'opère au sein de NOW. Il y a une branche beaucoup plus, disons, réformiste, assez soft, qui est portée par Betty Friedan, qui a écrit The Feminine Mystic, qui est un peu le deuxième sexe américain, hein, si on devait résumer, même si c'est quand même plus soft que de Beauvoir, je pense, qui, elle, hurle au scandale et ne veut surtout pas que Valérie Solanas soit associée au mouvement féministe, parce elle prône justement l'harmonie entre les genres, la réconciliation avec les hommes. Pour elle, c'est très important que les hommes soient impliqués dans le mouvement féministe et qu'avec ce genre de texte, on va les effrayer et qu'il ne faut surtout pas se mêler à Solanas. Et puis il y a une frange beaucoup plus radicale qui d'un seul coup découvre en Solanas une héroïne, quoi. Genre, enfin quelqu'un qui a la clé, quoi, et qui nous propose une solution à la hauteur de notre radicalité et de notre colère. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Valérie Solanas elle-même enverra bouler les deux camps, en fait. Et ça ne l'intéresse absolument pas d'être attachée à un quelconque mouvement féministe. À l'époque, elle est internée ou elle est peut-être en prison, hein, parce qu'elle a passé un tout petit moment en prison. Et elle envoie des lettres en disant à toutes les femmes qui veulent prendre sa défense dans les journaux, mais ne prononcez pas mon nom, je vous interdis de vous exprimer sur moi ou sur le scum, vous ne comprenez pas ce que je dis et je ne veux rien avoir à faire avec vous. Donc c'est là qu'on voit qu'elle était quand même dans une position qui était vraiment très à part, quoi, et elle s'est jamais vraiment mêlée de militantisme en réalité. En France, il sort en 71, donc comme tu le disais, au même moment, l'éclosion du MLF. Et c'est Emmanuel de Lesseps, De Lesseps, là, c'est ça? de Lesseps, ouais, Ouais. qui traduit le texte. Et quand elle le reçoit, ce texte, elle dit c'est que ce sera amusant à traduire. Et, euh, et tu pointes du doigt aussi dans ta postface le fait que
on en a beaucoup ri de ce texte au départ, qu'on le prenait en effet pour une vaste blague. Et en effet, il y a des passages drôles, il y a des passages où volontairement elle pousse pour nous faire sourire, mais que c'est un peu gênant en fait, ce premier regard que l'on pose comme ça. Ouais, ouais, bah c'est vrai que, et même encore récemment, il y a eu un grand papier dans Le Monde il y a quelques mois sur le Scum Manifesto, et même Virginie Despentes était interviewée dedans en disant, mais en fait, ce texte, je l'ai toujours pris avec énormément d'humour. Enfin, en fait, c'est vrai il y avait vraiment cette espèce de premier réflexe vraiment ancré de, bah oui, c'est tordant, quoi. Et c'est encore là, hein, d'ailleurs, hein, cette dimension-là. Je pense que la plupart des gens qui vont dire je viens de lire le Scum Manifesto, le visage, l'expression, c'est enfin voilà, c'est un texte effectivement qui donne envie de sourire, quoi, ou de rire. Et moi, je pense que c'est un espèce de rire de défense, en fait. C'est un espèce de rire gêné. C'est le rire qui vient protéger d'une forme de vérité, en fait. Et puis aussi de la violence, quoi, assez sanguinaire de ce qui est écrit. Et c'est vrai que c'est l'accroche de ma postface. C'est là que je me suis dit que je savais ce que j'avais envie de dire. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout le monde rigole en lisant ce texte alors que cette femme a vécu ce qu'elle a vécu, qu'elle parle depuis ce point de vue, que ce qu'elle propose, à mon avis, en fait, elle le pense très sérieusement. Pourquoi le réflexe, c'est toujours de le mettre à distance par l'humour? euh, bah, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Donc voilà, c'était ma proposition. Mais ça, je voulais pas non plus enlever le fait qu'il y ait énormément d'humour dans le texte de Solana, ça c'est complètement indéniable. Mais tout comme il y a aussi énormément d'humour chez Virginia Woolf, mais c'est pas forcément ça qu'on a retenu d'elle quand on parle pas d'elle comme d'un clown. Alors que Solana, c'est un peu. Il y a ce côté, elle a vraiment fait une bonne blague avec son truc, genre on va tuer tous les hommes, lol. Bah oui, mais en fait, peut-être que c'était pour elle quelque chose qui se tenait, quoi. Et aujourd'hui, on entend, donc il reparaît, ce manifeste, et on l'entend aussi davantage dans la voix des autrices, des féministes, des femmes. Chloé Delhomme, donc écrivaine qui a notamment reçu le prix Médicis pour son livre, son joli livre Le cœur synthétique, dit avoir été frappée par ce texte. Alice Coffin sort Le génie lesbien qui cite le scum. Pauline Armange écrit Moi les hommes, je les déteste. Donc il représente quoi le Scum Manifesto aujourd'hui dans une société post-MeToo, notamment aux yeux des féministes qui s'en emparent? Bah, en tout cas, je pense que ce texte, il avait en fait jamais vraiment disparu du champ de vision des militantes féministes, notamment lesbiennes. Je pense que ce qui est différent, c'est moins sa présence parmi les références de ces militantes que la façon dont la société réalise en fait que ce texte est là, qu'il continue d'être lu, qu'il continue d'être intégré dans d'autres textes contemporains, et d'un seul coup, flip. Et voilà, et tu sais, bon, Chloé Delhomme, elle a atteint un niveau de respectabilité littéraire qui fait qu'elle reste à l'abri des polémiques médiatiques, et vraiment, c'est chouette pour elle. Mais quand on voit la violence qui s'est déchaînée contre Alice Coffin après l'apparition du génie lesbien, ou voilà, la censure qui a essayé de s'exercer sur Pauline Armange. Alors il y a eu un effet contraire parce que du coup son livre a cartonné et c'était bien fait pour ceux qui avaient essayé de la faire taire. Mais en fait, en gros, justement, je crois qu'aussi l'époque est à prendre la misandrie au sérieux. Et je pense que c'est ça en fait qui s'est produit, c'est-à-dire que le Scum Manifesto, c'est le texte misandre par excellence. La misandrie dans tout ce qu'elle a de plus irrationnel, quoi. Je hais les hommes, je déteste les hommes. Bon, c'est ce texte-là qui vient vraiment ancrer la misandrie, lui donner sa Bible, quoi, son petit traité fondateur. Euh, et on a pu le considérer voilà, comme un détail, voilà, ce petit texte un peu marrant. Et là, de voir à nouveau la misandrie émerger dans des textes contemporains, d'un seul coup, on sent que le patriarcat a les boules, parce que ces textes-là sont publiés dans un contexte où des millions de femmes à travers le monde sont en train de dénoncer leurs violeurs avec des hashtags, des centaines de personnes vont coller des slogans féministes dans les rues, le mouvement féministe est repris d'une forme de vigueur qu'elle n'avait pas connue, qu'il n'avait pas connue depuis 50 ans. Et donc, d'un seul coup,
on a peur. D'un seul coup, l'expression de cette misandrie, qui est une réflexion en fait politique, fait sincèrement flipper dans les chaumières. Et donc c'est ça vraiment que je trouve intéressant, c'est de se dire que peut-être que effectivement on est en train de prendre Solanas au sérieux parce qu'on est en train de prendre au fond le mouvement féministe au sérieux, un peu plus. Donc, en écrivant la postface au Scum Manifesto, tu prends le relais d'un autre postfacier. Donc, précisons que ce texte est déjà paru aux éditions Mais il est uni en 1998 avec une postface d'un écrivain français, Michel Houellebecq. Donc, et bien sûr, tu le mentionnes dans ton texte, je succède ici à Michel Houellebecq. Franchement, je ne pensais pas un jour écrire cette phrase. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a proposé de faire cette postface au Scum Manifesto de Valérie Solanas? Bah, je crois que l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui, c'était le défi extraordinaire de succéder à Michel Houellebecq. Enfin, le défi, la revanche, la jouissance, enfin, je sais pas, remplacer Michel Houellebecq, il y a un côté où tu te dis, voilà, ça c'est fait, ça c'est bon. Symboliquement, je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis la postface en elle-même, enfin, je l'avais lu moi à l'époque dans cette version-là, et donc ça arrive après, hein, c'est la postface. Et quand j'étais arrivée au bout du texte de Solana, c'est que j'avais trouvé cette postface de Michel Houellebecq, hein, et il commençait en traitant les féministes, c'est quoi déjà, inoffensives dans leur De 12 connes, non? ouais, d'aimables connes, inoffensives, enfin bref, aimables connes quoi. Et c'était un texte plein de mépris, quoi, où il écrasait vraiment toute Inoffensives dans pensée. leurs principes, Ouais, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité. voilà. Tout est là. Et bah oui, je trouvais ça intéressant de lui succéder. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas lui répondre, que je pouvais pas non plus faire comme s'il n'avait pas été à cette place-là avant moi. Donc je me suis dit que j'allais lui faire une petite dédicace dans mon texte. Ça m'a fait plaisir. L'art d'une postface, c'est aussi donc de porter le texte qui vient avant, sans tenter de le dépasser, de parler de ce texte, de sa résonance dans la nouvelle époque dans laquelle il va s'inscrire. Donc, as-tu hésité avant de choisir telle ou telle voix, tel ou tel ton pour écrire ce texte-là? Bah justement, je me suis tout de suite dit que je ne voulais pas être dans le commentaire du scum. Pour moi, vraiment, euh, enfin voilà, c'est je sais pas, des textes qui ont été écrits à la même époque, des textes, je sais pas, de Monique Wittig ou de Colette Guillaumin, on peut les disséquer, les commenter parce qu'ils répondent à certains canons universitaires ou littéraires, mais là, c'est un manifeste qui se lit tout d'un bloc. J'avais pas envie d'aller gratter, d'aller sortir des passages, d'aller dire là, ça marche plus, là, c'est limite, là, on comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, là, elle a raison, là, elle a tort. Enfin, j'avais vraiment pas du tout envie d'être dans l'explication de texte. Et finalement, il m'est assez vite paru évident que ce que je devais faire, c'est ce que je fais d'ailleurs tout le temps, et ce que je fais, je crois, le mieux, c'est parler de cette femme en fait. Et en fait, j'ai eu envie de presque faire la poudre de Valérie Solanas, quoi. Je me suis dit, c'est fou, on se connaît pas son enfance, on connaît pas son vécu, on n'a pas de phrases d'elle en fait, alors qu'elle en a prononcé, et qu'on a quelques traces d'interviews ou d'endroits où elle a écrit ailleurs. Donc voilà, donc en fait, je me suis plutôt dit, mon rôle ici, ça va être un peu de réhabiliter Valérie Solanas, de modifier un peu la perception que la société a d'elle, et de peut-être aussi un peu, disons, la vulgariser, parce que ça, c'est autre chose que j'aime bien faire, moi, dans mon métier de journaliste, c'est-à-dire de rendre accessible des choses qui peuvent paraître complexes ou trop radicales, etc. Donc voilà, c'était un peu ça mes deux objectifs. Et donc, tu dis en effet de vulgariser un peu les propos de Valérie Solanas et de leur donner une caution, parce que dans ta préface, tu n'es pas dupe de ça, du rôle de garant qu'on te pose en fait, en te demandant d'être toi, Lorraine Bastide. Tu décris bourgeoise, mère, etc. La postfacière, ça permet aussi d'encadrer le texte.
Et oui, bah, c'est vrai que je ne pouvais pas non plus passer à côté de l'exercice de me poser la question de pourquoi on vient me demander à moi en fait de postfacer Solanas. Pourquoi les éditions Fayard se sont dit tiens, on va rééditer le Scum et on va demander à Lorraine Bastide d'écrire la postface. Enfin, moi qui aime bien aussi observer le monde de la culture, le monde des médias, je me suis dit voilà, ça vaut le coup d'observer ce qui s'est passé en 98, on demande à Houellebecq de le faire. En 98, le mot féminisme, c'est un gros mot. Je pense que pour le coup, Solanas, on le lit vraiment comme une énorme blague. Ah, t'as vu le bouquin de la folle qu'a voulu Warhol. Et donc, du coup, il faut absolument démontrer cette dimension complètement décalée et humoristique en donnant la plume à un auteur à Goncourt absolument misogyne pour bien resituer le contexte. Genre, non, non, mais c'est dans ce contexte-là qu'on vous l'écrit. Là, en 2020, on le replie dans un contexte genre, oh, dis donc, le féminisme a à nouveau le vent en poupe, la misandrie est à nouveau en hashtag sur Instagram. C'est peut-être le moment de ressortir Solanas, mais attention, faut pas que ça fasse trop peur, que ce soit trop radical. Donc, on va demander à une féministe qui a plutôt bonne presse, qui fait pas trop peur, de venir écrire quelque chose pour le rendre plus doux, pour le rendre plus gentil, etc. Et je suis pas dupe de ça. Et c'est un rôle aussi que j'ai accepté d'endosser. Mais voilà, moi je pense que il y aura peut-être une troisième étape. Il y aura peut-être un moment donné où la société sera vraiment prête à entendre le scum. Surtout, alors je pars dans mes délires dystopiques assez facilement, n'hésitez pas à m'arrêter si ça va trop loin. Mais quand je vois la tournure aussi qui est en train de prendre le monde, à quel point le monde lui-même devient dystopique, à quel point voilà, on est complètement pris dans la catastrophe écologique, les pandémies, etc. Bah, il y a peut-être un moment où finalement ce genre de proposition radicale et dystopique sera considéré comme une véritable proposition politique et qu'il y aura peut-être une troisième étape dans la réflexion des éditeurs autour de ce texte, quoi. Et juste, tu mentionnes le fait que pour comprendre entièrement le texte de Solanas, il faut avoir toujours en tête le fait qu'elle était travailleuse du sexe. Et ça, c'est essentiel pour toi. Bah, je crois pas dire il faut. J'essaye généralement de pas dire il faut. Alors peut-être que je l'ai dit, mais en tout cas, je m'en excuse. Mais oui, je trouve ça intéressant. En fait, c'est ça que je me suis dit parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'ai lu beaucoup d'articles qui ont été produits sur elle. Et effectivement, dans tous ces articles, dans tous ces podcasts, il y avait toujours ce ton un peu rigolard. Le seul endroit où j'ai entendu une conversation grave, respectueuse et posée sur Valérie Solanas, c'est un podcast américain qui s'appelle The Oldest Profession, donc le plus vieux métier du monde, qui est animé par une militante travailleuse du sexe et qui discutait avec une autre TDS. Et je trouvais qu'elle parlait du texte de Solanas avec énormément justement de premier degré en fait, en disant bah, évidemment, enfin, il n'y a que les travailleuses du sexe pour savoir, pour avoir réussi à aller au plus profond de la pourriture de la masculinité toxique et pour avoir vu et identifié ce qu'elle avait vu et identifié. Et voilà, donc je me suis... je les ai cités dans le texte, elles, voilà, parce que moi, je suis pas concernée, mais je me suis dit que c'était quand même très intéressant de noter que finalement, pour des TDS, cette perception de la perversité profonde masculine semblait en fait aller de soi, quoi. En septembre, quand tu étais venue, tu évoquais le fait que peut-être y aurait-il une suite à présente. Je ne sais pas si c'est le cas, si il y aura un autre livre qui suivra les... Bah oui, oui, il y aura une suite à présente. J'ai envie d'aller, d'ailleurs, au détour d'une page de présente, j'expliquais qu'il y aurait certains champs de la pensée féministe que j'avais pas trop eu le temps d'explorer ici, et notamment tout le champ de la pensée queer. Que j'aimerais bien explorer dans un autre livre. Il y a aussi tout ce qui concerne le féminisme anticarcéral, tout ce qui concerne l'écoféminisme. Enfin voilà, il y a pas mal d'aspects que j'ai pas pu explorer dans Présente. Donc je vais m'y atteler normalement cet été. Et si tout va bien, il sortira à la fin de l'année, j'espère. D'accord.